plan de carrière. Ça n'a pas besoin d'être une thèse de doctorat. Allez chez Bureau en gros, acheter un petit cahier et dites tiens, marquer en fait les différents éléments dont on va parler tantôt. Évidemment, quand vous montez un plan de carrière, la première chose à considérer, évidemment, c'est de définir ce que vous voulez être. Que voulez-vous faire dans la vie? Est-ce que vous voulez être informaticien? Vous voulez être comptable? Peu importe, marquez ça. Et évidemment, en choisissant votre profession, assurez-vous aussi que c'est sur quelque chose que vous aimez, mais assurez-vous également qu'il y a des opportunités dans ce choix-là. Par exemple, il y a des statistiques et de l'information qui existent vous permettant d'avoir cette information. Prenons quelqu'un qui décide de devenir, en fait, je dirais, qui veut travailler dans l'histoire de l'art. Il doit savoir, en fait, en commençant, c'est l'une des professions au Québec où le taux de chômage le plus élevé. C'est environ 25 à 30%. Donc, c'est quand même important à considérer ça avant même de choisir. Parce qu'il ne faut pas juste dire, tiens, je veux faire ça, je veux faire ça comme ça, mais c'est une question d'équilibre, de balance. Vous devez également déterminer quelles sont les opportunités qui vont s'ouvrir à vous pour savoir si ça peut être en fait un élément vous permettant de faire une éventuelle carrière. Donc, premier point, vous définissez ce que vous voulez être. Je veux être informaticien, je veux être comptable, je veux être infirmier. Ensuite, dans un deuxième moment, vous devez en fait rechercher l'information qui vous permet de devenir ce que vous voulez être. Ça peut être par exemple, tiens, il faut que je termine mon secondaire 5. Après, il faut que j'aille au cégep pendant 3 ans. Après, il va falloir que j'aille à l'université. Est-ce qu'il faut après que je fasse affaire avec un ordre professionnel? C'est possible aussi. Donc, mettez toute l'information par écrit. Il y a des ressources qui existent. Vous pouvez demander à votre école, mettre l'information sur Internet, mais c'est important de le mettre, de l'écrire. Dans le plan de carrière, c'est également important de considérer les options qui s'offrent à vous dans ce que vous voulez faire. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas souvent. Parce que la majorité des gens se contentent, comme on a vu hier, en fait, de faire du 9 à 5. C'est-à-dire que vous levez le matin, vous échangez du temps pour un salaire. Vous échangez du temps pour un salaire. Mais il y a d'autres options possibles. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler comme programmeur, je travaillais pour une entreprise, une multinationale américaine ici à Montréal. Et mon patron, un jour, m'a dit, Joël, on aimerait que tu formes l'un de nos collègues qui a des toits. Donc, on a eu à travailler pendant une semaine. À l'époque, j'étais employé à temps plein. Bon. Et à la fin de la semaine, on est quasiment devenus amis. Donc, il me parlait de ce qu'il faisait aux États-Unis, je lui parlais des québécois et comme ça. Là, il me dit, Joël, bon, moi, je vais chercher mon chèque. Il dit, je vais acheter ton chèque. Comment ça, tu vas acheter ton chèque? Il me semble que si tu n'es pas employé comme moi je reçois ma paie toutes les 2 semaines. Explique-moi, la même entreprise. Il dit, non, moi, je suis à mon compte et puis je suis consultant, je suis pigiste. Je dis, mais ça, comment ça fonctionne, ça marche quoi l'hiver? Comment ça m'expliquer? Il dit, voilà, moi j'ai ma propre entreprise, puis je facture mes services à la multinationale pour laquelle nous travaillons, et j'ai également d'autres contrats à côté. Il dit, ah ouais, c'est possible? Il dit, oui, d'ailleurs à Montréal, il y a des gens qui sont comme ça aussi. Il dit, ah, moi je ne savais pas. Et bon, là, by the way, je lui demande alors, tu dis que tu factures à l'heure. C'est à peu près combien ton taux, là, juste pour avoir une petite idée, là, parce que là mon cerveau de Camerounais commençait à tourner. Là. Il me dit, ah, tu sais, moi je facture $100 US. Donc là, les blancs m'ont tombé, comme on dit en québécois. Et à l'époque, je ne faisais même pas le tiers en dollars canadiens. Donc 6 mois après, je suis également allé à mon compte. Donc, mais ça, c'est parce que quand j'avais monté mon plan de carrière, je n'avais pas pris le temps d'étudier, de voir quelles sont toutes les options qui s'offrent à moi. Je pouvais en fait créer un produit et le vendre le même produit à plusieurs personnes. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire du 9 à 5 et de changer tout le temps du temps pour de l'argent. Donc, c'est important également quand vous montez votre plan de carrière, de considérer tout ça, question d'optimiser un peu votre travail en tant que d'optimiser en fait le métier que vous faites. Un autre élément important dans le plan de carrière, c'est
de monter un échéancier avec des jalons. Vous voyez, tantôt, je disais, c'est important d'écrire. Donc, donnez-vous des objectifs. Si vous voulez être infirmier, par exemple, ou comptable, dites, tiens, voilà, il faut que cette année, si je termine mon secondaire 5 en 2022, il faut que 3 ans après, j'ai fini mon cégep. Après, voilà, il faut que je finisse mon bac en telle année. Bon, je sais qu'après, je vais peut-être me marier et qu'on sort, là, je me laisse 2 ans de lousse. Après, j'aimerais faire une maîtrise. Donc, marquez tout ça par écrit. Ça ne nous empêche pas de revenir par la suite en fonction des différents aléas, de pouvoir faire des changements. Mais il y a un plan. Parce que comme vous n'avez pas de plan, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez être en fait tenté par toutes sortes d'opportunités qui vont se présenter à vous et qui en réalité, quand vous réfléchissez quand vous voyez en fait avec le temps, c'est plutôt des opportunités qui vont nuire à vos carrières parce qu'au fond, vous n'avez pas de focus en tant que tel. Ce n'est pas des opportunités en fait qui vous permettent de bâtir quelque chose. Voilà. Et nous avançons donc. Là, en fait, on a vu l'auto-évaluation, on a vu la planification. Bon, maintenant, supposons que. Slide suivant, s'il te plaît. Supposons maintenant que vous êtes devenu ce que vous voulez. Là, vous commencez en fait à démarcher, à rechercher un emploi. Donc, la première chose importante sur laquelle je vais focuser, à mon avis, c'est s'assurer que vous avez un CV qui est dans le. Moi, j'ai souvent eu à passer beaucoup d'entrevues et je serais étonné de voir combien de gens sont bons en tant que tel. C'est pas quand vous leur parlez, c'est des gens vraiment très, très, très compétents, mais qui ont un CV, à mon avis, qui est mal fait, ce qui fait en fait qu'ils échappent beaucoup d'opportunités. Par contre, vous avez des gens qui sont moyens, ils sont capables en fait de booster leur CV de telle sorte que ils sont quand même appelés à chaque entrevue. Et si vous avez un CV qui ne reflète pas ce que vous faites, évidemment, vous n'aurez jamais d'entrevue. Et moins vous avez d'entrevues, moins vous avez de chances de pouvoir avoir un emploi. Vous savez, selon les statistiques du site Indeed.com, Indeed.com, c'est le site, c'est l'un des leaders québécois en matière d'offres d'emploi. Alors, il disait que, en moyenne, le temps que les ressources, le temps que les gens en ressources humaines passent par CV est d'environ 65 secondes. Quand vous envoyez votre CV, la dame qui reçoit votre CV, elle passe 65 secondes en moyenne. Donc votre CV en fait à 65 secondes pour convaincre si on vous appelle ou pas. Donc et parfois c'est qu'elles font par exemple des recherches, si vous connaissez un peu Word ici, ils font des recherches CTRL F là, puis par la suite les recherches c'est un mot-clé. Donc si vous n'avez pas ce mot-clé, ils ne lisent même pas votre CV. Donc c'est important d'avoir un bon CV. Je vais parler dans les détails de vous montrer comment le faire, mais sachez qu'il y a des ressources ici dehors, dans vos écoles. Vous avez des coachs, vous avez pas mal de ressources en fait, qui vous permettent en fait, de pouvoir monter correctement votre CV. L'autre chose à considérer quand vous recherchez un emploi, c'est que vous devez monter un réseau. Malheureusement, plutôt heureusement, au Québec, 85% des emplois, des jobs que vous voyez ici dehors, c'est du bouche à oreille. C'est seulement le 15% restant qui passe par les jobs, par les sites que vous voyez là, Monster, Jobboom, Illico. Donc, vous devez vraiment en fait monter pendant que vous êtes même encore aux études, monter vos réseaux de contacts et de connaissances qui font que vous allez pouvoir avoir les opportunités du 85% des jobs qui passent du bouche à oreille. Et vous avez un excellent outil pour ça qui est le site LinkedIn. Au lieu de passer beaucoup de temps sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram, passez votre temps sur LinkedIn. Ça va vous permettre en fait c'est un investissement rentable à long terme pour vous. Parce également notre facteur, c'est que supposons que moi j'ai un emploi en fait qui est disponible. Là je le poste en fait sur LinkedIn. Là j'ai par exemple Fred Berger qui est mon contact. Et là il me dit, tu sais, by the way, Fred Joël, je connais la sœur Oyima qui peut t'aider. Donc déjà quand je reçois son CV, il y a déjà une sorte d'a priori positive. Parce que non seulement il n'y a pas 45 millions de candidats, mais en plus vu que je passe par toi, déjà quand tu vas venir en entrevue, ce sera déjà beaucoup plus informel. Donc c'est vraiment important de passer beaucoup de temps dessus et de bâtir en fait une communauté, un réseau qui va vous permettre de pouvoir avoir accès plus facilement au marché de l'emploi. Et en plus, vous avez des groupes sur lesquels, en fonction de vos carrières respectives, qui parlent de différentes problématiques. Là. Donc vous allez savoir ce qui se fait
ce qui est recherché, c'est quoi les formations en tant que telles. Donc, c'est vraiment un investissement qui est rentable. Alors, pour prendre mon exemple personnel, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à être consultant, je ne connaissais personne. Donc là, ce que j'ai fait, je suis allé sur LinkedIn. Là, j'ai contacté quasiment la majorité des firmes ici à Montréal qui placent des ressources en pays. Il y en a environ, je dirais, une centaine. Donc, j'ai établi un contact avec eux. Finalement, on se connaît quasiment. Et ce qui arrive maintenant, c'est que quand je suis en mandat quelque part, c'est eux qui me proposent en fait des offres en disant tiens, quand tu auras terminé, il y a telle affaire. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de bâtir un réseau qui va vous faire sauver du temps par la suite. Voilà. Bien. Je voudrais également insister sur le volet entrevue. Parce que quand vous commencez, parfois vous n'avez pas d'expérience, vous allez dans une entrevue, bon, peut-être dire des choses qu'il ne faut pas dire, etc. Donc c'est aussi important de vous former dessus. Il y a pas mal d'outils, il y a pas mal de séminaires en tant que tel, pratiquer qu'on sort, et c'est bon d'avoir une certaine expérience dans ce domaine-là. Alors comme dernier point, nous allons parler de pièges et de mythes qui peuvent éventuellement torpiller la carrière de quelqu'un. Alors, vous entendez des gens dire « Oh, je cherche un job idéal. » Ça n'existe plus. Ça existait il y a 45 ans. Donc, de nos jours, vous devez vraiment avoir le mindset selon lequel, dans votre carrière, vous allez être amené à vous former, à changer d'emploi, parce que la technologie évolue. Il y a des professions qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent. Donc, c'est vraiment avoir le mindset de tout le temps se remettre en cause. Il y a par exemple une statistique intéressante du Bureau américain du travail qui, en 2018, disait que pour un jeune qui commence dans la vie, il allait être amené à changer 15 fois d'emploi dans sa vie. Donc, même pas le choix, à mon avis, d'être un peu dans ce mindset-là, parce que les choses vont tellement vite. Donc, l'emploi à vie, ça n'existe quasiment plus. Alors, l'autre chose aussi qui peut nuire à votre carrière, c'est que vous voyez des gens qui disent oui à chaque opportunité. Ça, en général, ça arrive quand vous n'avez pas de temps de carrière. Donc, vous êtes un peu comme un roseau dans le vent. Donc, tiens, surtout, ça peut arriver même surtout en phase de plein emploi comme actuellement, où vous trouvez un job, ça paie 2 $ de plus, vous allez passer 6 mois là-bas. Sauf que cette opportunité-là, à mon avis, en réalité, n'a rien à voir avec votre temps de carrière. Donc, en accumulant seulement l'expérience à la fin, ce qui va arriver, c'est que vous ne bâtissez rien. À la fin, ça vous défavorise en tant que. Donc, c'est important de rester focus et de choisir correctement les opportunités qu'on vous offre en fonction de son plan de carrière. L'autre piège aussi, qui peut nuire à une carrière, ce sont les gens qui travaillent trop, de manière quantitative. J'appelle ça les workaholics. Donc, quand ils arrivent dans une entreprise, c'est sûr qu'au début, c'est un peu normal de se distinguer. Là, si on veut quelqu'un pour faire l'overtime, c'est normal. Donc, vous acceptez de faire un peu plus, la question de faire votre place. Mais être toujours dans un mode où vous travaillez beaucoup en termes de quantité, c'est peut-être pas la meilleure idée. Il faut travailler de manière stratégique en privilégiant en fait la plus-value de ce que vous amenez dans l'entreprise. Parce que quand vous travaillez beaucoup, ce qui va arriver, c'est que vos collègues, souvent, ils travaillent de manière stratégique, on font des formations, ils amènent de nouvelles idées. Et quand il y aura une promotion, parce que dans l'entreprise, il n'y a pas de sentiment. Malheureusement, ce n'est pas vous qu'on va considérer. On va considérer la personne qui est beaucoup plus, qui amène de nouvelles idées et qui souvent ne se contente pas de travailler trop. C'est également un piège à éviter. L'autre chose aussi que j'ai souvent remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur le marché de l'emploi et qui ne savent pas quelle est leur valeur. Et ça, c'est souvent bon. Moi, je le vois souvent chez beaucoup d'immigrants qui viennent d'arriver ici. On est tellement content de travailler que bon, dès qu'on lui dit que tu as une opportunité d'emploi, ça fait quasiment exploiter. Donc, c'est important parce que quand vous appelez en entrevue, l'entreprise, le patron sait déjà à peu près ce que vous valez. Donc, dans sa tête, il a une échelle salariale. Donc, c'est à vous d'aller avec confiance, évidemment sans arrogance aussi, hein, et de vous vendre correctement pour que voilà, vous commenciez sur de bonnes bases. Parce que si vous acceptez un salaire qui est trop bas, quand vous allez découvrir en fait que bon, voilà, vous êtes un peu dans le bracket inférieur, dans la file, ça va vous démoraliser. Donc, ce n'est pas dans un état mental
où vous travaillez correctement. Enfin, l'autre chose qui peut en fait un peu torpiller votre carrière, c'est ce que j'appelle l'hyper-spécialisation. Bon. C'est un scénario que j'ai souvent vu où, supposons que tu commences à travailler quelque part, et bon, là, le patron te dit, écoute, Joël, bon, j'ai vu dans ton CV, je vois que tu es très bon dans les macros Excel. Ça tombe justement voilà, dans notre département de paie, là. On a un problème avec ça. Donc, vu que tu es là, vu que tu as ça là, ben, tu vas pouvoir nous dépanner. Encore là, ça peut être grisant au début, là, voilà, je te fais connaître, tu es important. Mais à la longue, ça t'ajoute contre toi parce que le jour où il y aura une promotion, ce n'est pas toi qu'on va considérer. Parce que le patron va dire, écoute, si je t'enlève de là, il n'y a plus personne pour le faire. Donc, et bon, supposons qu'après tu veux par exemple prendre des vacances pour aller quelque part, du genre, je veux prendre 3 semaines off, parce que je suis tanné, ben, il va dire, écoute, si tu vas en vacances, il n'y a personne. Donc, quelque part, ça peut sembler grisant, intéressant, mais en réalité, ça joue contre toi. Donc, l'approche, c'est vraiment d'avoir une approche intermédiaire où, je dirais, qui est un peu spécialiste en tout, là, sans vraiment être focusé dans un endroit, en fait, qui finalement devient comme une prison. Bon. L'autre tangente, en fait, de l'hyper-spécialisation sont les gens qui étudient trop. Moi, j'en ai souvent vu ça aussi. Là. On voyait des gens qui ont beaucoup de diplômes. Et il a un doctorat ici, ensuite il a un master à gauche, et tu vois son CV, c'est long comme le bras comme ça. Le problème, c'est qu'avec ça, au Québec, ici, la majorité des entreprises sont des PME. Donc quand vous avez un profil comme celui-là, même le patron, il se sent un peu mal à l'aise, hein, il se dit, ah tiens, si je la regarde, là, donc, en fait, on étudie en fonction de son plan de carrière. Donc, on n'étudie pas juste pour accumuler des diplômes en tant que tel à l'infini, c'est vraiment pour un but donné. Donc, voilà un peu les 4 points que je voulais en fait vous présenter dans un premier temps. Et donc, je vais donc passer à la deuxième phase, et où je vais permettre en fait à chacun des panélistes, en fonction de son expérience personnelle, de venir dire quelques mots, et de présenter un peu son feeling, un peu vraiment sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre. Nous allons commencer par notre sœur Aline Zambimana, qui est ingénieure dans le domaine biomédical. Je pense que c'est bon. On va se mettre. Je suis désolée, Marcia. Je pense que Marcia voulait rester assise. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien. Alors, je suis contente de revenir ici. Ça fait 2 ans que je n'étais pas venue ici. Et je suis contente de revoir tout le monde. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Oui. Alors, il en a tellement mis. Je pense que moi, ça va être le côté pratique de ce qu'il vient donner en théorie. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez sûrement cocher des cases de tout ce qu'il a présenté au niveau de la personnalité, au niveau du planning, au niveau... parce que c'est très bien résumé. Et moi, je dirais que vous avez beaucoup de chance parce que vous avez quelqu'un pour vous le dire. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. Nous, je dirais que on a appris sur le tas, parce que la réalité de notre background, d'où est-ce qu'on est venu, de l'éducation, des pays desquels on est venu, alors on est arrivé ici et puis on s'est adapté, on est rentré dedans, on a appris sur le tas, puis on peut nous appeler par exemple des chauffeurs de guerre. Chauffeurs de guerre, c'est des gens qu'on donne la clé d'une voiture, qu'on leur demande est-ce que tu es capable, ils disent oui, je suis capable, c'est bon. Puis on va aller dans la voiture et puis on va rouler. Alors, premièrement, je vais me présenter. Je pense que tout le monde me connaît comme la sœur Aline, alors je vais me présenter comme il faut. Alors, la première identité que j'ai voulu donner pour ce que je suis, c'est mon identité de Dieu. Premièrement, je suis une fille de Dieu, je suis une chrétienne, et puis c'est ça qui va déterminer le reste du cheminement de ma vie, parce que je dis toujours à mon fils, qui est là d'ailleurs, et puis je n'ai pas eu de carrière avant de connaître Dieu.
pour dire que j'avais tout fait. Hein, j'avais certaines coches déjà qui étaient check dans ce que le frère Joël vient de présenter. Par contre, je n'ai pas eu d'opportunité avant d'avoir connu Jésus. Alors, je me dis que la première identité que je vais présenter dans ce parcours de carrière, c'est celle que Jésus m'a donnée. Alors, deuxièmement, je suis une maman, une mère d'un garçon, un grand garçon de 22 ans, hein, ce n'est plus vraiment un enfant, et je suis aussi une épouse. Alors, la troisième chose que je vais dire que je suis une femme qui a fait une carrière aussi. J'ai eu la carrière d'ingénieur biochimique. Alors, à proprement parler, ça s'appelle ingénieur chimique et de bioindustrie agricole. Alors, ça dit tout, ça vient de la Belgique. Hein. J'ai fait mes études en Belgique, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine du travail, mais dans un autre domaine. Parce que quand on dit agricole, ça veut dire que j'étais supposée être agronome. Donc, j'étais supposée travailler dans l'industrie de transformation agroalimentaire, mais chemin faisant, les choses se sont tracées autrement. Alors, j'aimerais ça présenter aussi mes aspirations du futur, parce que, oui, ça fait 20 ans que je travaille, mais j'ai encore des visions pour le futur que je n'ai pas encore accomplies dans ce que je me suis fait comme plan, hein, le fameux plan. C'est que quand j'ai commencé ma carrière, mon but c'était d'en apprendre le plus possible, parce que je viens d'Afrique, mais je voulais travailler en apprendre le plus possible à l'étranger, en Occident, pour pouvoir retourner en Afrique, pour pouvoir contribuer à la communauté africaine. Et aujourd'hui, ayant travaillé dans le domaine pharmaceutique, mon plan, c'est d'amener une amélioration dans les soins en Afrique, donc les soins de santé. Alors, d'où cela a commencé aujourd'hui? Je dirais que tout a commencé, je vais encore une fois revenir de ce que le frère Joël a dit. Ça commence juste tout simplement à l'école primaire, à l'école secondaire. Alors, c'est là qu'on apprend justement à connaître nos forces et nos faiblesses. Et au fur et à mesure que j'avançais, je pense que j'ai réalisé justement que j'avais des intérêts pour les sciences. Donc les sciences, pour moi, ce n'était pas mathématiques nécessairement, ni physique, mais c'était plus biologie-chimie. Alors j'aimais beaucoup la biologie-chimie, ce qui fait qu'une fois que j'ai fini mes études, au temps où est-ce qu'on était en Afrique, on n'avait pas beaucoup de choix comme vous en avez ici, là. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités dans les facultés. Alors, on nous traçait déjà un chemin déjà fait. Par contre, j'étais partie à l'extérieur pour étudier. Fait que j'avais choisi ma profession. Au départ, c'était que je voulais être médecin. Sauf que je n'ai pas pu appliquer à la médecine au moment où est-ce que j'avais fini, donc j'ai choisi l'ingénierie. Donc j'ai été ingénieur en biochimie. Donc au départ, le but c'était de rentrer à la maison pour pouvoir aller cultiver les champs qu'il y avait pour la famille, et puis je voulais contribuer encore une fois pour l'Afrique. Sauf qu'à la fin de mes études, donc j'ai fait mes études de biochimie, ingénieur biochimie, l'opportunité de l'Afrique n'était plus un choix, parce que le pays était dans une crise, la réalité n'était plus la même, les terrains n'étaient plus là, donc je ne pouvais plus retourner pour faire l'initiale du plan. Donc le fameux planning est comme un petit peu était un petit peu en train de virer dans notre bord. Dans l'entretemps, je finis mes études. C'est des études qui ont pris 5 ans. Donc c'est des études qui s'appellent un master en biochimie, on va dire, ingénierie biochimie. Et j'arrive ici au Canada, parce qu'en Afrique, ce n'est plus un choix. Donc j'arrive au Canada, il va falloir que je m'adapte. Alors j'appelle ça mon parcours d'immigrant, parce que oui, on arrive ici avec des diplômes, mais parfois on n'est pas nécessairement dans le meilleur des environnements, dans le sens où ici, quand on arrive ici avec un diplôme étranger, parfois il faut déjà prouver que ce diplôme-là vaut la peine, existe, et puis qu'il vaut ce qu'il devrait valoir ici. Alors il a fallu aller dans tout le système d'équivalence avec le gouvernement. On l'a donné l'équivalence, mais ce n'était pas assez, parce qu'il faut maintenant convaincre les employeurs que malgré que c'est écrit sur le papier, ben, c'est la vérité. Donc ce qui fait que... et l'autre chose en étant immigrante, c'est que je n'avais pas encore ma résidence permanente. Donc ça me limitait dans certaines choses, dans le sens où étant ingénieur, il faut être dans l'ordre des ingénieurs.
Sauf qu'être dans l'ordre des ingénieurs, il fallait être résident permanent, ce que je n'étais pas encore. Donc il a fallu que je fonctionne avec ce que j'avais. Donc le diplôme reconnu avec des employeurs qui ne me reconnaissent pas encore. L'agroalimentaire était mon premier choix. Par contre, avec le temps, j'apprends les débouchés aussi sur le terrain, le potentiel qu'il y avait sur le terrain ici. C'était au temps où il y avait la biotechnologie, qui est en gros la transformation des molécules, la formation, la manufacture de façon synthétique des molécules de corps, des protéines, donc pour les soins, pour les buts de pharmaceutiques. Voilà. Donc, je cherche du travail dans le domaine un petit peu partout. Je cherche dans le agroalimentaire parce que je me disais c'est ça mon but initial. Sauf que je me rends compte que le domaine pharmaceutique et biotechnologique était quelque chose de beaucoup plus intéressant et puis ça fitait bien avec mon diplôme. Alors, je rentre dans la carrière, dans la pharmaceutique. Quand j'ai commencé, c'était en 2003 à ce moment-là, donc ça fait à peu près 20 ans que j'ai commencé à travailler. Et c'est là maintenant que je commence à me faire un plan de carrière parce que le domaine étant changé, je pense que ça vient concilier un petit peu le plan. Quand on n'a pas le plan, c'est difficile, c'est plus difficile. Quand le plan est changé aussi, il faut réajuster le premier plan. Alors moi, j'étais obligée de réajuster mon plan par rapport à ça. Je me suis tracé un petit chemin, donc j'ai fait toujours je suis restée dans le pharmaceutique pareil, hein, donc parce que je me suis dit, si tu veux vraiment avancer dans une carrière, il va falloir que tu te donnes le temps d'évoluer dans cette carrière-là. Alors j'ai fait 3 années dans un poste, mais qui n'était pas nécessairement le poste dans lequel j'aspirais, mais je me voyais comme un chemin, c'était comme on dit, un levier pour pouvoir arriver là où je voulais. Donc du coup, je me suis donné la chance de commencer là où je ne voulais pas nécessairement, mais en espérant me donner plus de chance pour pouvoir arriver là où je voulais. Donc ce qui fait que je me suis donné la chance d'aller d'échelon en échelon, ce qui a finalement marché à ce moment-là. Donc il faut dire aussi qu'à ce moment-là, je suis nouvellement chrétienne, je suis une maman célibataire et je n'ai pas vraiment beaucoup de choix au niveau de la carrière et des shifts. Donc ce qui veut dire que je dois me limiter aux 9 à 5 pour pouvoir être en mesure de rentrer à la maison puis de prendre soin de l'enfant et en même temps pouvoir aller au travail. Donc ça, je l'ai fait pendant un petit bout, mais en attendant, je fais aller aussi la carrière dans ce sens-là. Donc je regarde dans mes buts initiales. Je sais que j'ai toujours travaillé à l'international, ce que je fais aujourd'hui. Alors, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas me le permettre parce qu'il y avait l'enfant qui était de jeune âge. Alors je me suis constitué plus une position qui me permettait juste de m'enrichir au niveau de l'expertise, de l'expérience, pour pouvoir justement à un moment donné me donner la chance d'aller plus loin avec ça. Alors quand l'enfant grandit, j'ai saisi aussi l'opportunité pour pouvoir, il a parlé de réseautage, ce qui est quelque chose de très important ici au Canada, au Québec, je pense, peut-être aussi ailleurs, parce que partout où est-ce qu'on va aller, on va toujours nous demander les références. Avec qui tu as travaillé, qu'est-ce que la personne peut dire de toi? Qu'est-ce que ton ancien manager peut nous dire de toi? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Alors, tu le dis, tu peux le dire verbalement, mais ils vont quand même demander à quelqu'un qui t'a côtoyé pour être sûr que c'est pour ça que c'est très important de garder des bons rapports de travail partout où est-ce qu'on passe et de garder une certaine intégrité, non seulement personnelle, mais aussi professionnelle. Alors, je me suis donné la chance de retourner à l'école. Pas nécessairement pour avoir plus de richesse au niveau de la connaissance, bien que ça fait partie aussi de ça, mais c'était plus pour me donner la chance aussi de connaître les gens dans le domaine qui pouvaient m'aider justement à avancer plus dans la carrière, parce que ma carrière, n'étant pas encore une fois, dans l'ordre professionnel des ingénieurs, il faut avoir une certaine connaissance autour dans le domaine pour pouvoir justement avancer. C'est comme ça que j'ai pu aller à l'école. Je suis retournée à l'école pour faire une maîtrise en gestion de projet international parce que je voulais l'international. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter aussi le LinkedIn parce que j'avais besoin de connaître les gens qui étaient dans le domaine. Et moi, je dirais que ça a vraiment marché parce que dès que j'ai commencé ma maîtrise, au bout de quelques mois, je recevais déjà des appels pour pouvoir aller justement à l'international
pour pouvoir commencer à travailler. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu l'international. J'étais en Europe, j'étais aux États-Unis pour pouvoir faire certains contrats. Et c'est là aussi que je me suis convertie en consultante parce que je pense que comme frère Joël, je me suis retrouvée à travailler avec des consultants en étant employée permanent. Et je suis par hasard tombée sur leur, comment on appelle ça, le invoice, sur leur facture, où est-ce que j'ai vu qu'on faisait le même travail, mais que finalement, ils étaient peut-être doublement ou triplement mieux payés que nous. Alors finalement, je me suis convertie aussi à la consultance et j'ai pu aller finalement à l'international pour pouvoir travailler. Et finalement, la consultation, je l'avais choisie pour des raisons stratégiques. Pourquoi? Parce que, étant dans des postes permanents, c'était plus difficile d'avancer dans la compagnie pour pouvoir aller atteindre certains niveaux dans la même compagnie. Alors, des fois, on n'apprend pas plus que ça, on apprend plus ce qui nous est assigné. Alors, j'ai voulu faire la consultation parce que c'est une façon d'apprendre vite en peu de temps. Parce qu'on t'assigne un travail pour un temps, 6 mois, puis c'est fini, puis tu passes à le suivant. Et puis c'est toujours des projets différents. Alors, à chaque projet, tu apprends quelque chose de nouveau. Et je voulais surtout enrichir mon CV pour pouvoir atteindre d'autres niveaux parce que je voulais aller jusqu'à un certain niveau de gestionnaire dans ce que je faisais au niveau des départements. Moi, je travaille plus dans la qualité, assurance qualité, conformité des médicaments. Alors, c'est comme ça que finalement, en faisant la consultation, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite, d'apprendre et puis de me donner beaucoup plus d'opportunités à l'intérieur de la compagnie. Dans la compagnie, pas vraiment, mais sur le marché, on va dire, parce que je ne restais pas nécessairement sur la même place. Je pense que j'ai adopté le côté de changer souvent, parce que étant consultant, de toute façon, on n'a pas le choix, on va avec le flow et puis les marchés et puis les disponibilités de ce qui arrive. Par contre, mon but n'était pas nécessairement de rester dans la consultation. Mon but, c'était de me donner plus de connaissances pour pouvoir arriver à une position où est-ce que je cherchais sans pour autant avoir passé beaucoup d'années à le chercher comme ça. Et c'est comme ça que finalement, dernièrement, j'étais partie pour un contrat aux États-Unis où est-ce que justement, à un moment donné, quand on a fait le tour, quand on m'a offert un travail permanent là-bas, finalement, après consultation avec la famille, c'est comme ça que je me retrouve aux États-Unis aujourd'hui à faire toujours dans la biotechnologie, dans une compagnie qui produit des protéines humaines. Et je me retrouve là-bas finalement dans la position de gestionnaire que j'avais recherché et que j'avais atteint finalement par les petites stratégies que je me suis fait, des petits shortcuts ici et là. Et c'est comme ça que je suis arrivée là. Donc, ce que j'aimerais plus partager, je pense, par rapport aux jeunes, je dirais plus il faut croire à ses rêves, je pense. Il faut croire à ses rêves et puis avoir son plan. Quand on a son plan, il faut le réaliser. Il faut être persistant, il faut être... parce que, pourquoi je dis ça, c'est parce que je trouve qu'on a tellement de choix ici qu'on peut changer, à toutes les années, on peut changer de discipline. Hein, parce qu'on pense que ça serait mieux là-bas, ça serait mieux là-bas, ça serait mieux là-bas. Or, quand on prend l'engagement, je pense qu'il faut commencer et finir quelque chose, aller jusqu'au bout de la chose. Et une fois qu'on arrive dans le travail, garder le travail, parce que beaucoup ne gardent pas le travail. Et je pense que tout dépend aussi de... Je pense qu'il a parlé des pièges. Parmi les pièges, je peux aussi ajouter, il y a le caractère, il y a la personnalité, on est humain, on travaille avec des humains. Il faut vraiment savoir tolérer et concilier avec tout le monde. Et justement, on parlait de référence, de réseautage. Tu ne sais jamais ce que la personne qui est à côté de toi peut t'apporter demain. Il y a des gens qui ont été avant mes gestionnaires, qui aujourd'hui je gère. Alors, si ces gens-là ne m'avaient pas traité correctement avant, ils n'auraient pas eu de chance que je puisse aussi les engager dans mon équipe parce qu'en bout de ligne, c'est comme ça, on est humain. On garde les gens auprès de nous avec qui on a plus d'affinité. Il y a d'autres gens aussi que
aujourd'hui, ils peuvent être plus jeunes que vous ou plus petits que vous, mais ça ne veut pas dire que demain, ce n'est pas des gens qui vont vous apporter quelque chose ou qui vont même apporter quelque chose à vos enfants. Parce qu'on est là, on a la famille. Donc, on garde des bons contacts avec les gens et on essaie d'avancer dans la carrière au fur et à mesure. Je ne sais pas si tout le monde a les mêmes objectifs de carrière, je ne sais pas si vous avez tous des plans de carrière, mais je pense qu'au niveau personnalité, on a quand même besoin d'être humain et puis de traiter les gens comme nous autres. Alors, je pense que c'est ça que j'avais à partager aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est bien. Merci beaucoup, Sœur Ami. Donc, nous allons passer la parole à Sœur Marcia, qui va également nous partager son expérience. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, je m'appelle Marcia et puis je suis infirmière clinicienne et infirmière légiste. Donc, je voulais juste commencer avec mon parcours. Ma présentation va être très, très courte. OK. Donc, parlant de plan, étant plus jeune, je voulais faire plusieurs choses. Je voulais être chanteuse, je voulais être vétérinaire, je voulais faire plein de choses. Mais avec les expériences de vie, j'avais décidé d'aller en soins infirmiers. Ma mère m'avait beaucoup encouragée. Donc, après le secondaire, je n'étais pas vraiment bonne à l'école. Donc, je n'avais pas des maths assez forts pour rentrer en soins. Donc, après le secondaire, je suis allée aux adultes, à l'école des adultes. J'ai fait 2 mois pour faire mon maths plus fort et mes sciences pour être capable de rentrer dans le programme de soins infirmiers. Mais pareil, je n'avais pas rentré. J'ai fait une session, ça s'appelait comme accueil et intégration. Voilà, j'ai fait une session d'accueil et intégration parce que je n'étais pas certaine qu'est-ce que je pouvais faire. Puis par la suite, en 2008, je suis rentrée dans le programme de soins infirmiers. J'ai fait le programme qu'on appelle le DECVAC. Je vais vous montrer rapidement c'est quoi par la suite. J'ai fait le cégep environ 2 à 3 ans. Puis par la suite, j'ai attendu au moins 7 ans avant de décider de faire l'université. Juste pour la raison que j'avais en tête que l'université était une perte d'argent, une perte de temps. Ça m'a pris vraiment longtemps avant de décider de faire l'université. Et puis si un jour vous voulez aller en soins infirmiers, vous voulez faire l'université, je vous encourage de le faire. Pas obligé d'attendre 7 ans pour le faire, vous pouvez le faire le plus vite possible. Donc, j'ai gradué mon cégep en 2013, je suis infirmière depuis 2013, infirmière clinicienne depuis 2021. Donc, mon parcours rapidement, quand j'ai commencé infirmière, j'ai commencé en médecine adulte, j'ai fait juste un été. Par la suite, j'ai fait la pédiatrie un certain temps, ce qui veut dire c'est que des fois je faisais de la pédiatrie, des fois je faisais du soins intermédiaires au nouveau-né et le postpartum. Donc, soins intermédiaires au nouveau-né, c'est plus avec les nouveau-nés qui, à la naissance, ne vont pas bien. Ils ont besoin d'aide, d'installation en soluté, ils ont besoin comme des soins un petit peu plus poussés, que l'enfant ne peut pas rester à la chambre avec sa mère. Donc, je faisais ça et je faisais le postpartum. Donc, après l'accouchement, les mères qui vont de l'autre côté, je faisais ça. J'ai fait ça 7 ans avant de décider de quitter pour autre chose. J'ai quitté, je suis allée aux soins intensifs à l'hôpital Sainte-Justine. Je suis restée là 1 mois. J'ai décidé de quitter les soins intensifs, pas parce que j'avais pas ça, un jour je retournerai, mais plutôt parce que j'ai pas aimé mon expérience. Après avoir travaillé pendant 7 ans, dans un endroit et décidé de quitter pour des raisons que je trouvais que je n'étais pas assez valorisée étant infirmière. Je me suis dit qu'il y a des choses que j'accepterais et des choses que je n'accepterais pas. Et puis, 1 mois plus tard, j'ai quitté les soins intensifs et puis je suis maintenant en clinique d'allergie et immunothérapie orale. Donc ça, c'est plus des allergies, on fait des examens, on diagnostique
diagnostic des allergies, on fait des challenges. Donc, on travaille plutôt avec le côté de l'immunothérapie, avec les enfants. Donc, toujours à l'hôpital Sainte-Justine. Ça fait 1 an et demi que je travaille là. Et puis, je pense qu'il réussit. Pas parce que j'aime pas ça, mais parce qu'il y a tellement d'opportunités. Et puis, je veux vraiment faire plein de choses. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai aussi commencé infirmière légiste. Donc, plus tard, si vous avez des questions par rapport à l'infirmière légiste, vous pouvez me poser. Ça fait un petit peu plus que peut-être 2-3 mois que je suis infirmière légiste, en même temps qu'infirmière normale. Donc, pour être infirmière légiste, comment j'ai décidé d'être, c'est dans l'hôpital, ils avaient juste envoyé comme un appel à tous qui seraient intéressés, c'est faire des trousses médico-légales, des choses comme ça. Donc, j'ai décidé que ça me tentait de le faire. Et puis, en fait, ils avaient besoin de seulement 12 infirmières de garde. Et puis, j'étais vraiment décidée que je serais la 12e. Et puis, j'ai été dans l'équipe. Et puis, c'est vraiment intéressant. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça plus tard, vous pouvez me poser la question. Donc, je ne rentrerai pas en détail sur les soins infirmiers. Je vous ai mis une définition avec un site internet, mais en général, les soins infirmiers, c'est des soins qui sont prodigés à tous, peu importe l'âge et sous toute situation. Donc, peu importe la situation, une infirmière, elle est supposée être capable de faire au moins des soins de base, même si une personne ne travaille pas dans cette situation. Exemple, je vous donne un exemple, étant infirmière, légalement, s'il y a un accident sur l'autoroute, sur une route, on a légalement, je ne dirais pas le droit, mais il faut absolument légalement qu'on arrête pour être sûr que la personne est correcte. Donc, même si, exemple, je ne travaille pas à l'urgence ou aux soins intensifs, légalement, je dois être capable de faire les soins de base à n'importe quelle personne sous n'importe quelle situation. Donc, quand on parle de, si on veut rentrer en soins infirmiers, on a le programme qui s'appelle le programme DECBAC. Donc maintenant, en 2022, il y a plusieurs cégeps qui offrent le programme DECBAC. Donc quand on parle de DECBAC, en fait, c'est qu'il réunit ton DEC et ton diplôme d'études collégiales avec ton baccalauréat. Ce qui fait qu'au lieu de faire 3 ans de diplôme de collège et 3 ans d'université, tu vas faire 3 ans de collège et seulement 2 ans d'université. Donc environ 5 ans au lieu de 6 ans. Sinon, à l'âge de, si je ne me trompe pas, c'est 20 ou 22 ans, on pourrait rentrer directement à l'université dans le programme de soins infirmiers. Donc, il y a plusieurs personnes qui prennent ce parcours au lieu de faire le DEC et le BAC. En fait, moi, ce que je suggérais, c'est le DEC-BAC, juste par expérience d'avoir vu des infirmières sur le plancher qui viennent du programme DEC-BAC ou qui viennent directement de l'université. On finit toujours par, tu sais, like, we end up doing the same thing at the end, mais le début pour les étudiants à l'université est toujours plus difficile, plus rough. Donc, bon, ça c'est juste mon opinion personnelle. Si vous décidez de faire un baccalauréat, c'est sûr que, en temps général, en soins infirmiers, dès qu'on fait plus d'études poussées, le salaire augmente. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Par contre, moi, je dis toujours qu'en soins infirmiers, il ne faut jamais travailler pour l'argent parce qu'on va toujours être déçu. On n'est jamais assez payé pour ce qu'on fait, pour les risques qu'on fait dans le vie. Mais le baccalauréat, ça ouvre beaucoup plus de possibilités, soit de carrière, soit de poste, soit même d'horaire, pour avoir un meilleur horaire. Comme présentement, je travaille supposé d'être de 8 à 4, mais évidemment, je commence à 7h45 et je finis pas à 4. Mais je travaille du lundi au vendredi seulement. Je ne travaille pas la fin de semaine et puis les fériés, je suis à la maison payée. Donc, si je n'avais pas mon baccalauréat, je n'avais pas cette possibilité d'avoir cette situation. Pour la maîtrise, oui, ça me tente, mais j'aime pas l'école. Donc, disons que j'ai beaucoup de...
j'ai encore beaucoup de choses à penser, mais la maîtrise est intéressante pour quelqu'un qui veut, par exemple, comme j'ai mis dans les choix, devenir chef d'unité. EPS, ça veut dire infirmière praticienne spécialisée. Donc ça, c'est une infirmière qui travaille, tant que, oui, une infirmière générale travaille déjà très proche avec un médecin. Une infirmière praticienne spécialisée travaillerait en contact directement avec le médecin. Elle est en possibilité de prescrire plus qu'une infirmière clinicienne. Comme moi, je suis infirmière clinicienne, j'ai la possibilité de prescrire, mais seulement dans mon domaine, seulement dans ce que je travaille. Par contre, une infirmière praticienne spécialisée aura plus de liberté dans sa prescription. Et puis, une maîtrise, ben, ça ouvre beaucoup de possibilités pour si un jour une personne veut être sage-femme ou directrice adjointe. Ceux qui aiment l'école, ben, vous pourriez aller même jusqu'au doctorat. Donc, avec le doctorat, ça, c'est beaucoup plus une infirmière de recherche. Pour ceux qui aiment les recherches, vous pourriez mener des recherches et donner les résultats. Vous pourriez même influencer les politiques dans le domaine de soins infirmiers. Donc, si c'est quelque chose qui... Quand une infirmière est plus au doctorat, elle est moins au patient. Donc, plus que tu pousses tes études, tu es moins au patient. Donc, si c'est plus un travail de bureau, un travail de papier, un travail de recherche, ben, c'est dans la maîtrise et dans le doctorat qu'une infirmière pourrait retrouver ça. J'ai mis un slide de type d'infirmière et d'infirmier juste parce que des fois, on me demande toujours quelle sorte d'infirmière que je peux devenir. Donc, je vais laisser quelques exemples. Une infirmière, ce n'est pas nécessairement juste à un endroit. L'infirmière peut travailler à plusieurs endroits. Il peut y avoir plusieurs types d'infirmières. Donc, je vous donne l'exemple de néonatologie. Ça, c'est travailler avec les enfants qui sont nés plus jeunes qu'ils sont supposés d'être nés. C'est des très petits enfants. Ou dans la salle d'opération. Donc, il y a même des infirmières qui travaillent, qui manipulent la peau, qui fait même des points de suture, mais ça c'est une autre poussée dans les études pour devenir cette infirmière-là. Mais elle peut travailler dans la salle d'opération, elle peut faire la recherche, le transport, par exemple, être sur l'équipe de transport avec les hélicoptères, par exemple. Dans les montagnes, les gens qui font du hiking and everything. I don't know how to say hiking in French. Les randonnées. Les gens qui font les randonnées, surtout dans les montagnes, des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir des accidents. Donc, il y a toujours une équipe avec les hélicoptères qui sont présents pour aller chercher et aider les gens. Donc, une infirmière peut faire partie de cette équipe. Une infirmière peut être conseillère. Donc, conseillère, par exemple, dans mon autre emploi où je suis restée 7 ans, je pouvais devenir conseillère. Donc, avec plus d'études, en fait, une infirmière peut... Conseillère, c'est exactement ce que le mot veut dire. Donc, conseiller les gens qui sont nouveaux dans le domaine et puis qui ont des questions et qu'ils ont besoin d'aide. Donc, l'infirmière conseillère, elle est là pour les guider. Une infirmière n'est pas nécessairement obligée de travailler seulement à l'hôpital. Elle peut travailler dans des cliniques, dans des écoles. Elle peut même travailler avec les policiers. Elle peut, par exemple, avec les policiers, c'est moi, une infirmière médico-légale ou une infirmière légiste. Aux États-Unis, les infirmières peuvent travailler dans le FBI et le CIA. Elle peut travailler dans l'esthétique. Il y a des infirmières qui travaillent dans l'esthétique, au domicile, dans les forces armées. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire. Il y a même aussi des agences. On en a parlé tantôt. Il y a même aussi des agences qui sont prêtes à la recherche de beaucoup d'infirmières pour les disposer un peu partout. Ce qui est intéressant avec les agences, c'est l'horaire. Donc, tu peux planifier ton horaire comme tu veux. Donc, tu travailles directement avec les agences et non avec les hôpitaux. Donc, tu peux choisir ton horaire, tu peux choisir ta paye. En fait, eux, ils vont donner une paye de base, mais si on est capable, comme le frère disait, c'est de ne pas accepter n'importe quelle paye. Donc, en anglais, on dit like a bargaining. You just have to bargain. And habituellement, étant donné qu'ils cherchent des infirmières, ils vont être capables de te donner la paye que tu désires.
So that's it. Merci beaucoup, cher Martial. Donc, nous allons passer au suivant, après Rosny, qui travaille, qui a fait la partie. Tu peux faire ainsi, parfaitement. Voilà. Does everybody speak English over here? Est-ce qu'il y en a qui parlent pas anglais? Well, first, Tout le monde parle anglais? learn Pas parler. Il faut faire français. Ok. You translate now or? I can do it in French. I just prefer my thoughts, come out better in English. But I guess the first lesson is, English is the international business language, so it'll be good to be bilingual, to advance in the workforce. So my name is Rodney, Brother Rodney, and the reason I'm sitting down and I was late today, I injured my back, so when I stand up for too long, it starts hurting again. Donc la raison pourquoi je suis venu en retard aujourd'hui, c'est à cause que de mon dos, j'ai eu un dérangement au niveau de mon dos. So yes, I'll speak about my path, I guess, to get where I am today. Je vais parler de mon parcours, en fait, de comment je suis arrivé où est-ce que je suis aujourd'hui. So essentially, I did all my studies